Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Platon et le mythe d'Air, le Pamphilien. Conférence par Philippe Guiton, philosophe et écrivain, à Marseille, Espace Salvator, en 2009. Une partie d'un grand dialogue, la fin d'un grand dialogue, qui est celui de la République, avec le fameux mythe d'Air. Je dis fameux, mais en fait, pour des raisons historiques, c'est pas du tout la partie qui a été la plus mise en avant de l'œuvre de Platon, puisqu'elle pose pas mal de problèmes pour notre pensée, je dirais, judéo-chrétienne, puisqu'évidemment, ça fait appel à une vision assez présente dans la Grèce archaïque, entre autres avec l'orphisme, avec les écoles de mystère, et Platon, qui est à la fois l'héritier de toute cette tradition et le père de la philosophie occidentale, va clôturer l'un des dialogues les plus, qu'on considère comme les plus importants, dialogue de maturité qui est la République, par ce mythe d'Air. Alors on a été ennuyé, comme vous le savez, pendant très longtemps avec toutes ces histoires de mythes chez Platon, dans le sens de dire qu'est-ce que c'est que toutes ces restes d'une pensée non rationnelle, pourquoi a-t-il besoin de réinclure le mythe à l'intérieur de ces dialogues. Donc on a fait un nettoyage pendant longtemps de tous ces mythes, et d'autant plus du mythe d'Air, puisque ça pose la question de la réincarnation, donc du rapport de la vie et de la mort, sur lequel il y a eu un choix historique fait pour la chrétienté, qui n'était pas du tout un choix du démarrage du monde chrétien, mais des fameux conciles. On est obligé de faire un choix pour déterminer un dogme assez précis et assez, assez éloigné dans tous les cas de la vision de Platon et du mythe d'Air, sur la notion de vie et de renaissance. Voilà, on a choisi le concept de résurrection. Enfin bon, je vais pas rentrer là dans un débat sur les choix qui ont été faits. Je dis des choix parce que quand on étudie l'histoire de la pensée et d'une religion, on s'aperçoit qu'il y a tout un côté historique. Nous, évidemment, héritiers de tout ça, on peut penser que toutes les choses sont instituées dès le démarrage, donc la religion chrétienne est un tout homogène, c'est un tout hétérogène avec des choix politiques faits dans le cours de son histoire, parce que il est naturel que, prenant le pouvoir à partir du IVe siècle après Jésus-Christ, il faut sortir de certains débats métaphysiques, essayer d'en sortir pour déterminer où est la vérité, où est l'erreur, et donc avoir des choix, je dirais, pour un combat de prise de pouvoir. Prise de pouvoir dans le sens où il faut s'opposer à ce qui pourrait être différent, divergent, ou qui pourrait nous amener à d'autres pensées. C'est valable pour tout phénomène religieux. Je suis pas du tout en train de faire le procès d'une religion ou d'une autre, mais il faut comprendre qu'il y a les messages originaux que nous avons en partie, les traductions, les transformations, les trahisons et les choix. Donc on est en Occident, et c'est là ce qui rend ce dialogue, cette partie du dialogue passionnante. On est en Occident tout à fait persuadé aujourd'hui que quand on parle de réincarnation, nous parlons de l'Orient. Et avec le père de la philosophie, on a un problème avec le mythe d'Air, c'est qu'il nous parle des choix des âmes qui renaissent. C'est le thème de ce mythe. Et que l'un des dialogues les plus commentés de la philosophie, qui est la République de Platon, on a un problème, c'est que ça finit avec le mythe d'Air. Donc on dirait pour Platon qu'il y a une espèce de convergence par rapport à la discussion de la justice qui l'amène à rendre ce débat cosmique. C'est-à-dire à aboutir sur la réflexion de la justice à une cosmogonie, une anthropogénèse, qu'il va développer après dans ses dialogues, non plus de maturité, mais qu'on appelle de vieillesse, avec le Timée, entre autres,
où ce débat de la justice, qu'il va transporter dans la cité, il va dire, bon, chercher la justice dans l'homme, ce n'est pas si facile que ça, donc prenons une loupe plus importante, puisque tout est en correspondance dans la vision grecque. Chercher la justice dans l'homme ou chercher la justice dans la cité, c'est toujours chercher la justice, puisque l'homme, la cité, le microcosme, le mésocosme et le macrocosme, le grand univers, l'univers intermédiaire, ou le monde intermédiaire du mésocosme que va représenter la cité, et le microcosme, tout ça est soumis, tous ces trois plans sont soumis aux mêmes lois. C'est simplement des questions d'échelle. C'est un peu comme si on nous disait l'infiniment petit ou l'infiniment grand répondent toujours aux mêmes lois. On va trouver les mêmes choses. Donc, si on trouve quelque chose dans l'univers, ou si on trouve quelque chose dans l'homme, ou si on trouve une règle adéquate dans la cité, ça nous renseignera dans tous les cas sur l'ensemble. Donc, on s'est focalisé dans la République, dans l'étude de la République en général, sur sa réflexion sur les régimes politiques, ou la notion de la formation du gardien de l'État. Non, en oubliant toujours de définir que ce que Platon nous parle en termes ce dont il nous parle en termes d'éducation, c'est pas pour tous les citoyens, c'est pour ceux qui sont censés rendre la justice, avec toutes les confusions qui vont naître de l'interprétation de l'œuvre de Platon, puisqu'on le resitue jamais dans son contexte. Et à part de ne pas le resituer dans son contexte, on oublie que sa question fondamentale dans ce dialogue, c'est la justice. Donc par rapport à R le Pamphilien, le mythe d'R le Pamphilien, le débat est toujours le même, puisqu'on boucle la boucle par rapport au premier dialogue, c'est comment fonctionne ou comment réussir à définir de manière correcte ce qu'est la justice. Donner à chacun selon sa nature et ses actes. Définition classique platonicienne de la justice. Donner à chacun selon sa nature et ses actes. Ça veut dire que l'on va commencer à définir quelle est la nature et faire un rapport entre la nature de chacun et sa manière d'agir. Donc de manière logique, quand on lit la République, on voit bien qu'il y a une espèce d'entonnoir pour aboutir à ce mythe, puisque les dernières phrases ou les dernières lignes qu'il va écrire de son dialogue sont en fait celles de la définition du choix en rapport avec nos actions présentes et les conséquences des actions passées et notre possibilité de nous orienter par rapport à nos actions à venir. Donc on est face à la notion d'une justice qui se répartit pour chacun en fonction, bien sûr, de sa nature et de ses actes. Et de manière logique, il est évident que il essaye bien juste au démarrage du livre 10, puisqu'on est en train de parler d'une partie du livre 10 de la République, il essaye bien, et ça c'est tout son travail de la République, de toute manière, d'utiliser tout ce qui est dans sa mesure pour amener l'homme à vivre de manière juste. Platon est un philosophe de l'action. C'est pas un doux rêveur ou un doux penseur, c'est quelqu'un qui veut réussir à nous persuader, c'est clair, de mener une vie juste. C'est l'héritier de Socrate, entre 20 ans et 28 ans, je le rappelle, il a ce grand impact de la rencontre avec Socrate. C'est déjà un lettré, c'est un aristocrate de Marseille, d'Athènes. On s'approprie Platon, l'air de rien. Il est voué à une carrière politique de premier plan et il est confronté à l'injustice de la cité, qui est celle de condamner l'homme qu'il considère le plus juste d'Athènes, Socrate. Alors ça explique pas tout. C'est un formidable penseur, un grand philosophe, Platon. Mais on rappelle toujours effectivement cet épisode dans le sens où il va choisir la voie de l'éducation comme mode d'action politique plutôt que la voie du pouvoir, avec toujours cette vision à la clé que je crois que vous avez revue la semaine dernière avec le mythe de la caverne et
le paradigme de la ligne, avec toujours cette idée que de toute manière, il est impossible d'avoir un État juste simplement parce qu'on a un homme juste à la tête. Pour qu'il y ait une possibilité qu'il y ait un État juste, c'est pas simplement celui qui, ça ne dépend pas évidemment simplement de celui qui gagne les élections. Il a déjà un problème direct, hein, le dernier qui a gagné les élections, là, c'est qu'il doit choisir une grande équipe par rapport à l'ensemble de l'enjeu qui est face à lui, et peu importe de quel camp il serait élu, il est toujours, se pose toujours le problème qu'on peut pas tout seul et à soi-même déterminer l'orientation d'une cité. Donc, se pose toujours la question, un homme juste, évidemment, en cherchant bien, éventuellement, on pourra en trouver un peu plus juste que les autres. Mais ensuite, trouver toute une équipe de gens capables de travailler ensemble dans la même orientation, hein, former un gouvernement, et pouvoir orienter l'ensemble de la cité, ça sera déterminé par rapport à l'éducation de chaque citoyen. Bien sûr qu'il faut générer des hommes justes, ça va être son propos dans la République, mais ensuite il faut que chaque citoyen soit bien persuadé qu'il a un intérêt à vivre de manière juste, plus important que de vivre de manière injuste. Et il se donne des interlocuteurs dans le dialogue de la République qui ne sont pas tendres, des interlocuteurs qui essayent d'expliquer à chaque détour de page que de toute manière, si on observe bien la réalité du monde qui nous entoure, ce sont les injustes qui jouissent du bonheur, du pouvoir, de la possibilité de profiter de l'existence, alors que les justes sont la risée de tous, écrasés par la force. Puisque, face à la notion de justice, apparaît d'emblée, dès le premier livre de la République, l'idée de dire, mais de toute manière, les bonnes idées ne sont rien face à la puissance et la force. Donc, que si l'on observe le monde qui nous entoure, et à la limite le procès de Socrate et l'observation de la cité d'Athènes pourraient être le cas, ou les essais politiques de Platon dans le sens de conseiller et d'essayer de former Denis l'Ancien, Denis le Jeune, ces essais pour mettre en place une cité juste, finissant toujours par le fait qu'il est vendu comme esclave ou extrait à la dernière minute d'une fin plutôt sordide là-dessus, ça tenterait à prouver le fait que la justice n'existe pas. Alors ça, c'est pas possible, évidemment. Pour un philosophe combatif comme Platon, il va choisir le biais de l'éducation, c'est-à-dire, ok, la seule chose qui n'est pas facile pour nous d'accepter, c'est le temps. C'est-à-dire que nous avons une vision trop courte, nous avons une vision réduite de la vie et de l'existence, puisqu'on voudrait que les choses s'équilibrent, qu'elles arrivent de manière harmonieuse à apparaître dans un délai de temps très court. Et le philosophe, naturellement, va être celui qui va essayer de prendre du recul pour essayer de nous faire apparaître les lois de la nature, de l'univers, du macrocosme, dans un temps, pour l'homme, qui va dépasser son existence. C'est pour ça que la discussion sur la vie, la mort et la renaissance du mythe d'Air est bien la conclusion de ce dialogue de la République, puisque il va, juste avant, encore tenter d'expliquer que, dans le démarrage de l'existence, ceux qui essayent de nous faire croire un certain nombre de choses injustes, ou qui essayent d'utiliser la force, arriveront bien à avoir le pouvoir, mais que, avec le temps, les stratagèmes, l'apparence, tout ce qui est du domaine du paraître va disparaître, et que, dans le fil de notre existence, quand nous vieillirons un peu, on reconnaîtra nos mérites. Mais Platon est un philosophe, il tente tous les arguments rationnels qui sont à sa portée, mais l'une de ses caractéristiques, c'est de mener la raison à la limite de la raison. C'est-à-dire, il sait bien à un moment donné qu'il est obligé de dépasser les limitations de l'espace-temps, les limitations des catégories rationnelles, puisque, même si c'est un grand orateur, face aux sophistes, face à tous ces autres sages athéniens qui tenteront de dire l'inverse, son argument n'a pas vraiment suffisamment de poids. Donc il dit, on va être obligé de faire une chose plus difficile dans l'argumentaire,
c'est de faire appel au mythe, à l'imaginaire, pour nous permettre de dépasser la vision et les barrières de l'espace-temps, pour s'inclure dans avec un regard qui serait lié au destin même de l'homme, au destin même du cosmos et de l'univers. Donc, il ne peut pas s'empêcher, c'est naturel, de faire comme toute vision philosophique de l'époque, fonder une vision de la création du monde, fonder une vision de la création de l'homme pour en déduire une éthique. Et c'est pour ça que dans ce mythe d'Air, eh bien, il va nous décrire les passages. Là, c'est la dernière étape par rapport à ces différents dialogues. On parle de 3 grands pas, ou de 3 marches, pour l'explication de la vie depuis la mort jusqu'à la Renaissance. Là-dessus, on commence par le Gorgias, on continue par le Phédon, et on finit par le mythe d'Air. Je vais y revenir par rapport à ces 3 grands pas pour nous expliquer, tenter de nous expliquer dans ces 2 dialogues, plus le dialogue de la fin de la République sur le mythe d'Air là-dessus, sa vision du cheminement, pour expliquer dans le fond que l'injustice est bien existante, que tout est parfaitement réglé et harmonieux, mais sur des échelles de temps qui dépassent notre conception rationnelle d'une seule vie, ou d'une seule existence. Donc il est naturel que nous ne voyions pas les choses s'équilibrer sur un court terme, mais il est aussi tout à fait naturel, dans ce qu'il tente de nous expliquer, que tout s'équilibre dans le long terme. En tout cas, nous allons nous y plonger pour voir s'il réussit encore aujourd'hui à nous en persuader ou non, en tout cas d'élargir un peu notre pensée dans ce sens. Pardon. Je propose qu'on puisse lire un tout petit peu quelques extraits de ce mythe d'Air. Je resitue un tout petit peu le contexte. Juste après avoir essayé au démarrage du livre 10 de nous expliquer que dans une seule vie, déjà quand même, il y a des chances que la justice se rétablisse parce que l'injustice ne tient pas le temps, que les choses de toute manière se découvrent dans le temps par rapport à toute forme d'injustice. Il va passer au mythe en nous racontant une histoire, en mettant en scène une histoire qui est celle d'Air, un personnage qui s'appelle Air, E-R, le Pamphilien, qui habite la Pamphylie. Air le Pamphilien est dans une bataille, et il est laissé comme mort, à la fin de cette bataille. Il va être brûlé avec sur un tas de cadavres pour brûler les morts, comme ça se faisait de manière naturelle après les batailles. Et simplement, il est laissé pour mort, mais il n'est pas mort. Bien, il va avoir une expérience de NDE avant l'heure. Bien. Donc, il est laissé pour mort. Donc, il est dans le coma, on pourrait dire, si on veut utiliser un terme moderne là-dessus. Et il va assister en tant que spectateur à ce qui se passe après la mort, mais surtout au moment de la Renaissance. C'est un peu comme ici, il fallait un envoyé. Donc, Platon, sur le mythe de la caverne, nous a inventé cet homme qui se délivre, on ne sait pas comment et de quelle manière il arrive à sortir de la caverne pour nous décrire le cheminement, pour nous expliquer juste après qu'il est de toute manière impossible de forcer quelqu'un à s'éduquer, à être éduqué de l'extérieur. Mais il est obligé d'utiliser à chaque fois, on pourrait dire un stratagème, un élément extérieur pour quelque chose sur lequel il nous faut bien un témoin, comme dans la caverne, il nous faut un témoin. Avant que chacun ait pu monter et redescendre dans cette caverne, là, il lui faut un témoin par rapport à la vie dans l'au-delà. Donc, R, le Pamphilien, va assister à, bien sûr, à un choix après la mort entre différents chemins. On y reviendra, c'est très classique en Grèce, entre autres dans la vision orphique, avec la voie de droite, la voie de gauche, les choix qu'il y a à faire à chaque fois
en fonction, bien sûr, de la vie précédente que l'on a vécue, hein, mais aussi en fonction de la mémoire, de la conscience que nous avons, de ce qu'est le juste ou l'injuste, de ce qui est dans mon intérêt ou pas dans mon intérêt. Bon, on assiste au choix, mais surtout, on va assister à ce qui se passe juste avant la Renaissance. Le dialogue n'est pas du tout lié à un doute sur le fait que l'on renaît ou pas. Ça nous explique un processus qui est tout à fait classique pour la Grèce archaïque, hein, pour la Grèce pré-classique là-dessus, tout à fait classique dans le monde des présocratiques, tout à fait classique dans le monde mycénien, tout à fait classique dans le monde crétois, tout à fait classique dans la vision orphique. J'y reviendrai, c'est pas un scoop de Platon qui débarque en Grèce par rapport à cette vision, il va simplement l'utiliser, l'orienter dans le cadre de son besoin sur sa recherche de la justice. Alors, quant à ceux lorsqu'ils furent arrivés, il leur fallut se rendre aussitôt auprès de Lachésis. En premier lieu, un proclamateur les plaça dans un certain ordre, puis prenant sur les genoux de Lachésis des sorts et des modèles de vie, il gravit les gradins d'une tribune élevée et déclara: « Parole de la Vierge Lachésis, fille de la nécessité. Âme éphémère, voici le commencement d'un nouveau cycle qui, pour une race mortelle, sera porteur de mort. Ce n'est pas un démon qui vous tirera au sort, mais c'est vous qui choisirez un démon. » Démon voulant dire esprit, hein, le daimon de Socrate, hein, c'est pas les démons infernaux, hein, c'est une traduction grecque du daimon. Que le premier à être tiré au sort choisisse le premier la vie à laquelle il sera lié par la nécessité. De la vertu, personne n'est le maître. Chacun, selon qu'il l'honorera ou la méprisera, en recevra une part plus ou moins grande. La responsabilité appartient à celui qui choisit le Dieu, appartient à celui qui choisit. Le Dieu, quant à lui, n'est pas responsable. Sur ces mots, il jeta les sorts sur eux tous, et chacun ramassa celui qui était tombé près de lui, sauf R, lui-même, à qui on ne le permit pas. Et quand chacun eut ramassé son sort, il sut clairement le rang qui lui était échu pour choisir. Après cela, il poursuivit en plaçant devant eux, étalés sur le sol, les modèles de vie. Le nombre en était de beaucoup supérieur à celui des âmes présentes. Il y en avait de toutes sortes. On y trouvait en effet les vies de tous les animaux et la totalité des existences humaines. L'arrangement particulier de l'âme n'y figurait cependant pas, du fait que celle-ci allait nécessairement devenir différente selon le choix qu'elle ferait. Mais les autres caractéristiques de la vie étaient mélangées les unes aux autres, avec la richesse et la pauvreté, la maladie et la santé. Et il y avait aussi des conditions qui occupaient une position médiane entre ces extrêmes. Je vous lis des extraits, hein, pas lire tout, vers le Pamphilien. Et alors notre messager du monde de là-bas nous rapporta que le proclamateur parla de la manière suivante. Même pour celui qui arrive en dernier, il existe une vie satisfaisante plutôt qu'une vie médiocre, pour peu qu'il en fasse le choix de manière réfléchie, et qu'il la vive en y mettant tous ses efforts. Dès lors que le premier à choisir ne se montre pas désinvolte dans son choix, et que le dernier à choisir ne se décourage pas. R dit aussi que ce choix des vies par chaque âme individuelle constituait un spectacle qui méritait d'être vu. C'était en effet à la fois pitoyable, drôle et surprenant. Dans la plupart des cas, le choix découlait des habitudes de vie de leur existence antérieure. Il avait vu par exemple l'âme qui avait autrefois appartenu à Orphée choisir la vie d'un cygne parce qu'il haïssait le sexe féminin qui avait été l'instrument de sa propre mort et qu'il voulait éviter d'avoir à s'unir à une femme pour engendrer. Le hasard avait voulu que l'âme d'Ulysse soit la dernière du lot à faire son choix. Le souvenir de ses souffrances passées l'avait guérie du désir des honneurs et elle circula ici et là
pendant un long moment, à la recherche de la vie d'un homme simple, voué à son travail. Non sans mal, elle finit par en trouver une qui gisait par terre, négligée par tous les autres. Elle la choisit joyeusement et déclara qu'elle aurait fait le même choix s'il avait été placé en premier pour choisir. Après que toutes les âmes eurent choisi leur vie, elles s'avancèrent vers la Chésis en suivant le rang qu'elles occupaient pour choisir. La déesse leur assigna à chacun un démon, et celui-là même que l'âme avait choisi comme gardien de sa vie et qui allait veiller à l'accomplissement de leur choix. Elles se mirent en route vers la plaine de l'été, par une chaleur terrible et étouffante. Et là, au bord de ce fleuve, Amélès, dont aucun récipient ne peut contenir l'eau, elles établirent leur campement car la nuit approchait. Toutes devaient boire une certaine quantité de cette eau, mais celles qui n'étaient pas protégées par l'exercice de la raison réfléchie en buvaient plus que la mesure prescrite. Celles qui buvaient à chaque fois oubliaient tout le passé. Lorsqu'elles se furent couchées sur le coup de minuit, il y eut un coup de tonnerre et un tremblement de terre, et elles furent en un éclair transportées hors de cet endroit, chacune s'élevant vers le lieu de sa naissance, comme des étoiles fusant de toutes parts. Et voilà comment, Glaucon, cette histoire ne s'est pas perdue, mais a été préservée. Elle pourrait aussi nous sauver nous-mêmes, si nous nous en persuadons, car nous accomplirons alors une traversée heureuse du fleuve de l'été, et nos âmes ne subiraient aucune souillure, car si nous sommes convaincus par mon discours, nous croirons que l'âme est immortelle et qu'elle est capable d'affronter tous les maux, capable aussi d'accueillir tous les biens. Donc c'est par ce récit que finit le dialogue de la République. Ça va, vous avez suivi à peu près ? Donc, c'est en fait une grande mise en scène, très drôle en fait, où il nous explique un peu de la comédie humaine. Platon possède une part de cette ironie socratique, où, sous un discours extrêmement sérieux, en nous expliquant quelque chose de profond auquel il faut porter foi, il va s'amuser, aiguiser sa raison et la nôtre pour essayer de comprendre de quoi nous sommes en train de parler et des conséquences par rapport à cette vision du monde. Comme je le disais tout à l'heure, toute vision éthique, toute manière de se comporter dans le quotidien naît pour la philosophie classique d'une manière de voir le monde, la naissance du monde, la naissance de l'homme. C'est-à-dire, l'éthique, c'est pas une éthique qui nous permet de déduire quelle conception on a de la vie et de la mort. C'est la conception qu'on a de la vie et de la mort qui permet de déduire une éthique. Nous, on cherche toujours les raccourcis dans la recherche du bonheur. On voudrait d'abord qu'on nous dise comment nous comporter, avant de faire un effort sur quelle vision avons-nous du monde et de l'homme. La philosophie classique nous amène toujours à dire quelle vision on a du monde et de l'homme, quelle hypothèse on prend sur la naissance, l'origine et donc la fin et la finalité de l'existence pour en déduire une manière de se comporter. Ça, c'est toujours l'élément classique de tout phénomène ou toute vision philosophique. Vous prenez ensuite les stoïciens, on a oublié en grande partie la métaphysique des stoïciens, mais on ne vous donnait pas d'abord les maximes à lire ou à apprendre par cœur. Il y avait toute une instruction sur la vision du monde, le début et la fin des choses, puisque la manière de se comporter ne peut que se déduire d'une orientation beaucoup plus vaste par rapport à la vie et l'existence. Donc, la vision platonicienne, il faut toujours se le rappeler, est basée sur la notion d'immortalité de l'âme. C'est-à-dire qu'il existe à l'intérieur de chacun d'entre nous ce fameux nous, cet esprit relié à une âme, la psyché qui fait le lien avec le corps, le soma, qui est à la fois notre mode d'expression et notre tombe. Soma, sema, le prison pour l'âme prisonnière. Donc, toute la vision platonicienne est basée sur le fait que c'est une unité
immortel, inaliénable, homogène, donc non mélangé, qui va s'incarner, c'est-à-dire prendre des robes successives, des formes successives, du plus subtil jusqu'au plus dense. Donc on part toujours de l'unité pour aller vers la multiplicité. Et donc le chemin du juste est comment revenir du monde de la multiplicité vers le monde de l'unité. Mais pour ça, héritier de la Grèce antique et héritier des écoles de mystère, Platon va toujours utiliser un ressort tragique, c'est-à-dire une mise en scène pour nous permettre de nous réveiller à nous-mêmes. Parce que si nous avons tous une âme immortelle, nous avons tous donc la mémoire d'un temps où nous n'étions pas mélangés avec les sentiments, les émotions, l'énergie, le physique. Il y eut un temps où nous étions contemporains de monde de l'être. Et simplement, comme vous l'avez vu pour, je pense, la plus grande partie, ou que vous vous rappelez de vos études sur le Phèdre, nous avons peu à peu, nous sommes tombés, et dans le fait qu'on soit tombé parce qu'on n'a pas réussi à mener correctement notre psyché, le cheval de désir a cherché à tourner de manière, puissante notre char vers des choses de la matière, de ce monde, donc ce cheval de désir qu'on n'a pas réussi à orienter avec le cheval courageux, et grâce à un cocher sage, plus que raisonnable sage, nous sommes cassés la figure, nous avons perdu nos ailes, et même si ça nous démange encore de temps en temps, on a même perdu la mémoire que nous avions une âme ailée, et que nous étions tous possesseurs d'une partie immortelle en nous-mêmes. Cette chute nous a fait perdre la mémoire, il y a une certaine commotion, et il faut comme ça le jeu du tragique, c'est-à-dire de la mise en confrontation avec une réalité puissante, forte, grâce à la force de la parole, de la mise en scène, du son, du chant, du cœur. Il faut se rappeler à nous-mêmes. C'est tout le sens de la réminiscence, puisque si nous possédons tous cette partie immortelle en nous-mêmes, il faut la réveiller. Et pour la réveiller, il faut forcer le trait pour nous montrer les extrêmes de ce que serait une vie injuste et de ce que serait une vie juste. Je rappelle tout le temps ce qu'on retrouve dans les dialogues de Platon. La chute de l'âme est traduite par la truie plongée dans le bourbier, l'huître attachée au sol du Nil, un cadavre dans le tombeau, un coupable châtié, le prisonnier de la caverne, l'exilé de sa patrie véritable, l'enchaîné, l'emprisonné. C'est semblable à une maladie, c'est une tombe, on est ensorcelé, c'est la bâtardise, on est enlisé, on est vulnérable, on purge une peine. Enfin, je vous résume des choses qu'on trouve, les termes qu'on trouve du dialogue de Platon, mais effectivement, nous sommes assignés à résidence, c'est-à-dire que nous sommes des prisonniers, et il va toujours tenter de forcer le trait dans cette vision de la tragédie, puisqu'il faut que nous prenions conscience que ce qu'on appelle la liberté est en fait l'emprisonnement. La liberté de faire ce qui nous plaît quand il nous plaît et de la manière dont il nous plaît, c'est en fait l'emprisonnement, puisque ce n'est pas l'âme immortelle, l'âme prisonnière qui parle, c'est sa prison qui a pris la parole. Et donc la prison est en train de nous définir l'existence selon son propre intérêt, mais nous sommes simplement locataires. C'est comme si la maison parlait et prenait les décisions pour le locataire qui du coup devient prisonnier. Donc la maison décide de fermer les portes, de boucler, de faire beaucoup de bruit pour qu'on n'entende plus le chant de l'âme, de l'oiseau immortel à l'intérieur de la cage. Et donc toute une partie des dialogues de Platon sont pour nous mettre en évidence que notre âme est tout bonnement enchaînée à l'intérieur d'un corps, agrippée à lui, contrainte d'examiner tous les êtres à travers lui, comme à travers les barreaux d'une prison, au lieu de faire elle-même et par elle-même, vautrer enfin dans l'ignorance la plus totale. Et le plus terrible dans cet emprisonnement,
c'est qu'il est l'œuvre de l'appétit, de sorte que c'est l'enchaîné lui-même qui coopère de la manière la plus efficace à parfaire son état d'enchaîné. Citation du Phédon. Donc il ne va pas par 4 chemins pour expliquer effectivement cet emprisonnement. Donc nous sommes toujours dans une attente d'une forme de libération de la prison, d'un chemin retour par rapport à cette prison, qui passe par le fait d'apprendre bien sûr à penser, sur lequel va insister le Phédon, apprendre à réutiliser les outils même de cette âme prisonnière pour peu à peu faire la différence entre la cage et ce que nous sommes réellement. Puisque le problème qu'il nous souligne, c'est que nous ne faisons pas de différence entre la cage et l'habitant. Et donc quand nous pensons entendre parler notre raison ou notre esprit, nous n'entendons que l'écho très déformé de la cage, qui trahit, qui traduit les propos de l'âme dans parfois l'inverse, comme dans un miroir, de ce dont elle aurait besoin, de ce qu'elle chercherait. Donc dans le Cratie, il nous dit l'âme purge une peine qu'elle doit payer. Il faut que l'âme paye sa dette. Donc on est déjà dans quelque chose, évidemment, je force le trait en prenant des extraits pour montrer la tragédie dont il est en train de nous parler, mais le démarrage d'Air le Pamphilien, il est clair que tout de suite après la mort, c'est juste le début, on choisit le chemin de gauche, le chemin de droite, on est projeté vers le Tartare, où on passe dans un lieu auquel on peut plus ou moins se racheter, où on va vers l'île des Bienheureux et on est libéré. Mais ce qui va nous expliquer, c'est que, à part les cas extrêmes auxquels il y a peu de chances de s'en sortir, et les cas où on est déjà atteint la félicité, nous sommes tous dans un cycle. C'est le premier terme qu'il faut se souvenir dans ce que je vous ai lu tout à l'heure et dans l'extrait. C'est une vision cyclique. La vision de l'existence n'est pas linéaire. C'est pas j'ai gagné ou j'ai perdu. C'est je transforme. Je crée comme une chaîne des liens de maillons les uns avec les autres. Et une vie n'est qu'une partie visible d'un maillon de la chaîne, et ce qu'on appelle la mort, qui est la continuité de la vie, est l'autre partie visible de ce maillon de la chaîne. Alors, il faut se libérer de l'aliénation du corps, il faut se libérer de l'aliénation de notre existence. Et pour ça, dans les 3 pas, avant de revenir à R, revenons un peu à ce qu'il nous a expliqué dans le Gorgias et dans le Phédon. Le Gorgias commence comme un dialogue sur la rhétorique. Calliclès défend la thèse de la loi du plus fort et de vivre les passions sans limite. Il se met un interlocuteur très extrême aussi. Et il tente dans ce dialogue du Gorgias, je vous en prie, de nous montrer que vivre de manière juste est avantageux. C'est toujours ça, sa réflexion, c'est toujours le thème ou autre. Il faut persuader quand même que le problème n'est pas d'attendre un au-delà ou un quelconque autre moment dans le futur pour s'orienter. Il faut ici et maintenant vivre de manière juste. C'est l'au-delà qui nous appelle peut-être. Allô R, le Pamphilien, tu es où? Gauche ou à droite? À gauche ou à droite? Ne traduisons pas ça en termes politiques, c'est dangereux. Alors dans Gorgias, il nous pousse à une vision de la justice qui est qu'elle est individualisée. Ça, c'est un premier coup de butoir dans cette idée d'une justice qui serait pour tous ou prédestinée ou comme un élément, comme on pourrait l'imaginer déjà réglé d'avance. Non. La justice est individualisée, c'est en fonction du comportement de chacun. La manière de se comporter de chacun. C'est-à-dire qu'on va être jugé selon nos mérites. On entend parler de méritocratie en ce moment, de la notion du mérite. Tout le monde peut y arriver. Peu importe d'où on part, peu importe son origine, là-dessus. Bon, effectivement, dans le Gorgias, il va créer en fait une
une mise en scène pour nous montrer que après la mort, quelque part, il ne faudra surtout pas tenir compte de l'apparence. C'est pour ça qu'il va réviser même les règles dans le Gorgias de l'au-delà, où grosso modo, si vous étiez roi ou si vous étiez tyran, que vous aviez du pouvoir et plein de moyens, vous arriviez bien habillé, propre sur vous, avec une bonne élocution, vous pouviez quelque part faire que ces juges, qui ont des noms crétois, une vieille vision archaïque de ceux qui sont dans le monde de l'au-delà, les plus sages, les plus anciens, ils se faisaient un peu bluffer à une époque dans sa mise en scène, puisque on se fiait aux apparences. On dit bon, c'est fini, on va apparaître nu et quelque part les autres vont perdre même la vue pour voir la différence. Ils n'auront à juger que par rapport à la réalité de ce que nous sommes. Ah zut, peu importe ce que nous avons fait dans la vie. C'est comme Sœur Emmanuel qui rappelait le fait de dire bon, l'échelle sociale, on peut l'agrandir, mais l'échelle de Jacob, là, ça dépend d'autre chose et d'autres réalités. Bon, elle le disait avec beaucoup d'humour, mais c'est dans le sens de dire, de toute manière, quelque part, le vrai, au-delà des apparences, nécessite de se dépouiller, d'apparaître nu, et donc il insiste dans le Gorgias sur cette justice rendue en fonction de l'essence et pas en fonction de l'apparence. En fonction de nos actes. Bon, c'est déjà un point affirmé de manière claire sur l'au-delà. Et raison pour laquelle il explique d'ailleurs qu'on ne connaît pas l'heure de la mort, parce que du coup, si on le connaissait, on pourrait essayer de bricoler, se racheter un tout petit peu, trouver 2-3 solutions adéquates pour se présenter correctement. La justice fait partie, par rapport à la nécessité, inclut le fait de ne jamais pouvoir connaître notre heure de la mort, dans le sens où on ne peut jamais se préparer. Soit on se prépare toute notre vie, soit jamais. Il va assez loin dans le sens de couper l'herbe sur tout petit arrangement, sur toute petite indulgence du moment qu'on achèterait par une manière ou par une autre. Malheureusement, le dialogue a été mis de côté, comme je l'ai expliqué, parce qu'il dérangeait. Ça nous aurait servi dans notre histoire pour éviter quelques déviances pécuniaires sur les arrangements d'un au-delà en fonction d'un rachat à la dernière minute ou d'un rachat tout court financier. Donc pas de mafia, on peut pas avec l'argent de la drogue payer des églises ou faire des choses, non, c'est terminé. C'est soit tout le temps qu'on est juste, soit de toute manière, on ne pourra pas se dire « Attendez, je voulais faire un geste juste ou un acte juste, mais je suis mort avant. » Non, la mort tombe, c'est réglé. Le Phédon, qui va être la deuxième marche quelque part dans les dialogues après le Gorgias, nous montre la distribution des peines et des récompenses en fonction justement du jugement précédemment expliqué dans le Gorgias. Et on va passer de l'incurable qui sera dans une souffrance totale pour l'éternité, jusqu'à celui qui est tout de suite libéré, qui va à l'île des bienheureux, qui a fini ses cycles, là-dessus, qui vit dans une félicité, qui a rejoint l'unité, et la plus grande majorité, qui va effectivement être un entre-deux, où il va falloir modifier ses actions, et c'est là où il va commencer à nous parler d'un monde après la mort d'action. C'est pas un monde de repos, c'est un monde où il va falloir agir. Il suffit pas d'attendre la prochaine vie pour s'orienter, quelque part, nous continuons notre vie dans le monde de l'au-delà, comme on l'a vécu ici, mais démultiplié. C'est-à-dire, nous n'avons pas la limite. Souvent, nous plaignons d'être limités. Limité même dans les plaisirs, comment ça? On peut pas prendre plaisir à manger sans jamais s'arrêter. On peut pas prendre plaisir à quoi que ce soit dans le monde corporel, il y a une limite à tout, comme on dit. À un moment donné, c'est le dégoût, si vous allez trop loin dans n'importe quel désir, vous avez une limitation. Je peux aimer une bière, mais 10 000 bières, ça commence à être franchement plus drôle du tout.
c'est un enfer. Donc il utilise cette vision par rapport à au-delà en disant, bon, de toute manière, tout est démultiplié. Les vertus que vous avez développées comme les défauts. Ce n'est pas un copier-coller de ce monde ici-bas, c'est un monde avec moins de limites, donc quelque part tout va être beaucoup plus extrême de l'autre côté. D'où l'intérêt de bien avancer dans ma vie de tous les jours, puisque ici c'est relativement simple de se limiter, de tenir une certaine harmonie, justice, une certaine tempérance, modération, de développer un certain courage, que la raison devienne sagesse. C'est relativement simple d'orienter la psyché ici-bas, n'est-ce pas? Mais disons, en tout cas, si c'est pas simple, c'est encore plus compliqué de l'autre côté, puisque tout étant démultiplié, il suffisait qu'une petite faille apparaisse pour qu'elle devienne, sous la loupe de l'éternité ou de ces temps beaucoup plus grands, puisqu'entre deux vies, il nous parle d'à peu près 1000 ans. C'est pas la même conception du temps entre deux. Entre une vie et une autre, il va falloir attendre à peu près 1000 ans. D'une incarnation à l'autre, on pourrait dire, le mot incarnation n'étant pas directement traduit du grec. Bon, dans ces 1000 ans, il y a moins de limites par rapport à ce temps-là. Oh là là, tout ce temps. Bon, ça vaut bien la peine dans notre petite vie de mortel qui va de 0 à 110 ans, si on prend une vision large là-dessus. Là, c'est très peu de temps, donc autant essayer de faire un effort dans cette vie concrète, parce que c'est multiplié par 10 de l'autre côté. Notre vie d'une centaine d'années va devenir une vie de 1000 ans, qui va être quand même directement orientée en fonction des conséquences de ce que nous avons vécu. Donc pour rééquilibrer ce que nous n'avons pas vécu ici de l'autre côté, il va falloir faire 10 fois plus d'efforts. Ça motive. C'est pas du tout un homme qui met en avant l'au-delà. Platon, il dit, bon, moi de toute manière, c'est bien, toutes ces hypothèses ou toute cette vision sur ce qui existe après la mort, ça doit m'être utile pour une philosophie de l'ici et du maintenant. On critique souvent Platon avec son monde des idées, des choses éloignées. Mais dans le fond, c'est un pragmatique. C'est-à-dire, il va utiliser tout ce qui est possible, tout ce qui est sous sa main, pour essayer de nous convaincre d'une vie juste. Donc, ça, le Phédon va être une forme d'hymne au comportement philosophique, puisque il faut quand même motiver, a priori déjà à l'époque, les citoyens pour être des philosophes. Ils ne naissent pas d'emblée avec une motivation très très puissante pour développer les vertus, mais par contre avec un instinct suffisamment fort pour développer les défauts. Ça, le pragmatisme et l'observation du monde qui l'entoure ne lui permet pas de développer une vision angélique de l'homme, mais une vision assez pragmatique, où il faut quand même motiver l'homme à l'effort à faire ici-bas et d'utiliser tous ces arguments. Donc, on passe au troisième pas avec le mythe d'Air, où c'est le moment de la Renaissance. C'est le moment critique du choix. C'est-à-dire, avant de renaître, Platon, de manière assez subtile, va mettre l'homme face à la notion du choix. Il va marier nécessité, tissage, il nous montre un grand rouet, où on tisse le passé, le présent et l'avenir. On va se présenter devant ces trois divinités, du passé, du présent, de l'avenir. On va tisser la toile de la nécessité, du destin. Mais ceci possède toujours un choix qui est fait par chacun. C'est-à-dire, il va utiliser la notion même de liberté et l'idée même que tout homme cherche à être libre et à pouvoir choisir par lui-même, penser par lui-même, choisir par lui-même. Mais il va en rire un peu, dans le sens de dire, bah oui, c'est évident que ça ne pose aucun problème d'imaginer qu'il y a le choix à chaque instant. Parce que dans le fond, le choix, on va le faire en fonction de ce que l'on est. C'est-à-dire de notre conscience. Et donc cette mise en scène qu'on a lu tout à l'heure, c'est, bon voilà, il y a une espèce de hasard, chacun tire au sort un numéro pour passer, on tire son numéro. On jette des mondes, l'esprit de ce qui vaut. On jette des possibilités de vie en rapport avec les qualités, les vertus que l'on a pu prendre là-dessus. Mais le problème, c'est que quand ça tombe,
c'est en rapport avec ce que nous sommes en termes de conscience, hein, ce avec quoi nous sommes. C'est-à-dire, où est prisonnier notre esprit en réalité? À partir de quelle fenêtre voit-on le monde, hein? De quel point de vue voit-on la réalité? On va plus ou moins se précipiter sur une vie plutôt qu'une autre. Alors c'est extraordinaire parce qu'il va loin dans cet humour, puisqu'il nous dit, bah voilà, il y en a un, il prend une vie, oh super, je vais être riche, ma femme ou mon mari va être plus beau que DiCaprio, plus sympathique ou généreuse que Lara Croft, machin. Bon, il lit le début du scénario, hein, si on a plein de scénarios, génial, ça commence super bien. Et si je suis pris par le désir, vous imaginez, je n'ai pas encore lu DiCaprio ou Lara Croft, que c'est comme si j'y étais. Ça y est, ma fantaisie prend le dessus. Je suis en plus merveilleux, je suis le roi de cette patrie. J'ai de nombreux enfants, tous aussi beaux les uns que les autres, qui m'adorent, etc. Sur ça. Il lit la première page du scénario, simplement c'est un scénario qui a plusieurs pages. Et donc tout de suite, de peur que l'autre lui arrache des mains, puisque quand même tout le monde se précipite, hein, c'est pas un peu comme on jette à une foule. Même s'il y en a pour tout le monde, il y a toujours la peur que l'autre va prendre quelque chose de mieux que moi. Donc, si je suis fils de la jalousie, du désir, de cette idée que je vais pouvoir manquer de quelque chose, hein, si j'ai trop soif par rapport à ma nature instinctive, animale, terrestre, hein, si c'est la prison qu'a la parole. On lit le début du scénario, on dit « Je prends ça !» Pas de problème, tu as fait ton choix. Il dédouane complètement cette idée de Dieu, des dieux qui choisiraient pour nous. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils offrent un certain nombre de possibilités. Mais la justice n'est pas fille du hasard. C'est nous qui déterminons par nos actes, hein, selon notre nature et nos actes. Nous déterminons notre propre enchaînement. Donc nous allons nous-mêmes choisir nos parents, choisir le lieu dans lequel nous allons naître. Dans cette vision, c'est l'enfant, mais dans le sens de l'âme, qu'il va choisir tout ce qui, de toute manière, va l'arriver. Donc il n'est pas question de dire, attendez, on m'a marché sur le pied quand j'étais petit, il s'est passé telle ou telle chose dans ma jeunesse, mon voisin n'a pas été sympathique avec moi. Dans cette vision-là, il va falloir être responsable, parce que de toute manière, on a choisi. C'était pas une loterie. Parce que même si vous aviez tiré un numéro, vous n'avez pas tiré une vie au loto. Vous avez juste tiré le choix auquel certains choisissent avant que d'autres. Mais il prend le soin d'expliquer que même celui qui choisit le dernier, s'il est patient, s'il n'est pas mu par le désir, il va trouver une vie tout à fait adéquate pour développer sa sagesse et vivre en harmonie, hein, c'est le fameux Ulysse dont on nous parle. Bon, il en avait tellement ras-le-bol, il en avait tellement compris que la notion des honneurs, de ci et de ça, faire des beaux voyages, c'est sympa, mais quand même, si on pouvait un tout petit peu développer la sagesse dans une vie plus réglée, hein, plus calme, ce serait mieux. Et même s'il choisit, à la limite, en dernier, il arrive à prendre la vie la plus sympathique. Donc, chacun est responsable de ce qui lui arrive. Très gênant, hein. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'arrangement, il n'y a pas c'est la faute de mes parents, c'est la faute de mon chien, de mon chat, de ma sœur. Oh, non. Tout ça, de toute manière, tu ne peux que les transformer, puisque c'est toi qui l'as choisi. Hein, je fais un avocat platonicien ce jeudi matin, mais dans le sens de dire, ça c'est une révolution. De ne pas se fier aux apparences et de ramener chacun à sa responsabilité. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas de savoir si le mythe d'Air est vrai ou non. C'est pas de savoir d'ailleurs si ça se passe exactement comme ça ou non. C'est du domaine de la foi. Puisque, à part nous citer un témoignage plus ou moins douteux de cette ère, hein, puisque personne n'a pu faire un contre-interrogatoire. Donc, est-ce que vraiment Air a existé? Est-ce que ce mythe est vrai ou pas vrai? C'est pas le problème. Hein, dans la tragédie que Platon met en scène, ce qui compte, c'est ce que ça va engendrer comme mode de vie. Ce qui compte, c'est que l'écriture d'un dialogue modifie celui qui le lit. Que la scène du théâtre antique et la tragédie modifient celui qui y assiste. Ça n'a pas pour but de faire une belle théorie, vraie ou fausse.
les dialogues platoniciens. Ça, je pense que on peut aujourd'hui s'en rapprocher de cette vision. C'est lié au fait que celui qui lit ça se transforme. Donc chercher un système platonicien, ça c'est tout à fait moderne. Les dialogues, ce sont des exercices de l'esprit pour transformer celui qui l'écrit et transformer celui qui le lit. C'est un exercice spirituel, on pourrait dire, d'école de philosophie là-dessus. Donc, la question du mythe d'Air, c'est pas est-ce que c'est vrai ou faux, on n'est pas en train de nous faire une histoire à vouloir nous faire croire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quelles conséquences il veut nous amener. La responsabilité. Nous avons choisi notre vie et notre existence. Nous avons toujours la possibilité, même si nous l'avons choisi, de la transformer. Parce que c'est ça qui est aussi très intéressant dans ce qu'il est en train de nous expliquer. Même si j'ai lu que le début du scénario, parce que qu'est-ce qui se passe à la page 2 ? Ma femme va en voir un autre, plus beau que moi. Mes enfants, suite à une grande disette, me tuent et me mangent. Je suis renversé et je finis pendant 50 ans dans les cachots du tyran suivant. Enfin, j'en rajoute à peine à la manière platonicienne là-dessus. C'est-à-dire, grosso modo, la fin du scénario est horrible. Bon, mais même cette fin de scénario, je peux le vivre en tant que philosophe. J'ai toujours un choix. Puisque même si les grandes lignes sont écrites, comme dans la tragédie, même si l'enchaînement des effets, des causes et des effets est déjà tracé, comment je le vis continue à dépendre de moi. Puisque personne ne distribue les vertus aux uns et aux autres, c'est soi-même qui est libre de les développer, peu importe le destin qui nous est tracé. Ça va loin, la responsabilité. Puisque c'est pas simplement une responsabilité de dire bon, je dois assumer la lourdeur de l'existence que j'ai éventuellement mal choisie. Non, je dois continuellement transformer chaque moment de ma vie, pas en me mettant en colère contre le scénario. Parce que plus je me mettrai en colère contre le scénario, moins j'ai de chances de profiter du scénario pour devenir philosophe. Ma femme s'en va en Irlande, je deviens philosophe. Elle revient, je reste philosophe aussi. Bon, etc., etc. Peu importe ce qui se passe dans la vie ou dans l'existence, ce qui compte, c'est la capacité de développer des vertus à partir de chaque chose qu'il se présente. Là-dessus. Donc, cette vision, cette choix du scénario, cet élément de responsabilité là-dessus, nous amène toujours à cette vision et cette idée que la confrontation à l'existence est source d'évolution possible. Puisque la justice n'est pas une distribution définitive dans une vision du monde clos et définitif. Il faut jamais oublier que pour un grec, le monde est toujours en transformation. Il n'y a pas une création ex nihilo qui fait que tout est arrêté et tout est définitif. La vision du cycle inclut d'emblée cette idée que les choses s'enchaînent, reviennent, que j'ai toujours une possibilité, que ça va toujours se représenter la possibilité de faire un choix plus juste. C'est une justice distributive, à chacun individualisé, mais qui n'a pas pour but de punir, qui a pour but de me donner des moyens de me transformer. La vision de la justice qui va nous être définie dans la République et dans R le Pamphilien est toujours une vision de la justice éducative. Quand on me dit que le mythe de la caverne explique un des éléments clés de la pensée platonicienne, pourquoi ? Parce que par rapport à la notion d'éducation, ça commence à peu près dans ces termes-là, le mythe de la caverne. Par rapport à la vision de l'éducation, toute la question de la République est toujours liée à comment éduquer l'homme pour qu'il soit plus juste. Et donc le mythe d'Air va mettre en évidence par rapport à la vie et la mort toute cette possibilité de transformation. Mais pour se transformer, il faut d'abord assumer la réalité telle qu'elle est. Si je confie à quelque chose d'extérieur,
à moi-même, qui dépend des dieux, de la nécessité, d'un destin lointain, ou d'une main invisible qui régulerait, je sais pas trop quoi, pas simplement l'économie, du dieu Adam Smith. Bon, indépendamment de cette vision-là, faut dire bon stop, la philosophie dit la main, elle rentre là où elle aurait jamais dû l'imaginer, ce qui compte c'est la mienne, c'est pas celle invisible, c'est ma manière d'agir qui va déterminer l'orientation par rapport à ma vie future. Et donc, cette vie dans l'au-delà, continuité de la vie terrestre, est une vie réparatrice. Éducative, réparatrice. Si je fais quelque chose qui ne correspond pas à la loi de la nature ou à ce qui paraît juste et harmonieux, il n'y a pas de souci. Dans quel sens? Dans le sens où, de toute manière, je vais retrouver l'ouvrage 1001 fois, je vais simplement, le problème de fond est le suivant, je vais souffrir 1000 fois plus que si tout de suite je fais le bon choix. C'est-à-dire, si tout de suite je choisis une manière d'agir en rapport avec ma nature, qui est celle de l'âme immortelle, eh bien, en fonction de cette nature, de cette unité, le moins mêlé possible, mon choix à la notion de la psyché et du soma, la notion de la partie émotionnelle et de la partie corporelle. Si je vis selon la nécessité, qui est une forme de la volonté, et non pas par rapport au désir qui est lié à l'attachement aux choses concrètes et de la matière, eh bien je vais pouvoir, et tout homme pourra atteindre l'île des bienheureux. C'est-à-dire pourra atteindre cet équilibre, ce retour à l'unité. Donc, le chemin de retour qu'il nous décrit dans le mythe d'Èr est tout bêtement une explication de la loi d'action-réaction, un choix proportionnel à la conscience, auquel la vertu est possible pour tous, en nous entraînant d'emblée vers la question essentielle pour notre comportement quotidien, selon quelle finalité de vie et d'existence je m'oriente. On part d'un œuf qui possède toute chose, qui est le l'œuf de l'unité. C'est très différent de la vision du chaos ou de la vision de la théogonie d'Hésiode. Les théogonies orphiques, les cosmogonies orphiques, nous parlent toujours d'un démarrage où les choses étaient dans une unité. On parle d'un œuf, totalité, une unité, qui va se répandre dans la multiplicité, ce qui explique que chacun a une âme immortelle, mais que cette âme immortelle n'est qu'une partie, elle n'a qu'un fragment d'une unité initiale. Donc quand on parle d'un retour, c'est la question de vivre en harmonie dans notre vie avec la part en nous de divin, avec la part en nous d'unité, avec la part en nous d'être. Si je retrouve l'équilibre dans ma vie entre cette unité contenue à l'intérieur de moi-même et mes actes quotidiens, eh bien naturellement, je vais remettre en place le chemin retour. C'est-à-dire, il y a un chemin aller, qui est le fait que l'esprit va s'embourber, va s'attacher comme l'huître au rocher, va être vraiment, va tomber bien bas, soma sema, dans le corps, dans la tombe, dans le tombeau. Mais ce qui compte au niveau de la justice et de la réflexion de la vie humaine et de sa finalité, c'est le chemin retour. Parce que dans une interprétation de la théogonie d'Hésiode, vous partez du chaos, mais il n'y a pas cette idée du chemin retour pour retourner au chaos. Il y a l'idée d'un ordre établi, où enfin, dans la dernière généalogie, Zeus a mis de l'ordre dans tout ça. Et la question, c'est de maintenir l'ordre existant. Et Platon dit non, maintenir l'ordre existant, c'est du domaine du conservatisme, c'est du domaine de l'apparence, c'est du domaine de l'injustice, parce que dans l'ordre existant, c'est l'injustice qui règne. Pour que la justice puisse régner, il faut que l'ensemble des parties retournent à l'unité. Il faut créer le chemin retour. Et donc la justice et le mythe d'Èr est en rapport avec cette notion du chemin retour.
qui nous met évidemment en exergue la notion d'assumer le chemin allé, c'est-à-dire d'assumer l'ensemble des choix qui ont déjà été faits, d'assumer l'ensemble des causes qui ont amené les effets là-dessus, et de comprendre la purification. C'est là où on va rejoindre la vision orphique et la vision des mystères, c'est-à-dire la nécessaire nettoyage qui fait que le chemin retour n'est pas lié à l'acquisition de l'ensemble des connaissances qui me manqueraient, mais au nettoyage de l'ensemble de la boue qui s'est collée au diamant, ou à la facette du diamant que je représente. Donc c'est un système Karcher, c'est un système nettoyage, c'est un système machine à laver, c'est un système d'enlever les gangs, hein, d'enlever toutes les choses qui nous ont mis des œillères, qui nous ont empêché quelque part ce retour à l'unité jusqu'à maintenant. Donc la voie de l'évolution n'est pas une voie d'acquisition de connaissances intellectuelles. Je suis désolé, mais c'est une réalité. En tout cas, dans ce qu'il nous exprime là-dessus, sans mettre du tout de côté la raison ou la pensée. Mais c'est une voie d'ascèse, d'ascésis. C'est une voie de catharsis. Donc, ce sont des voies d'emblée pour retourner à l'unité de méditation, de capacité de contemplation, de capacité de rejoindre cette unité, en se nettoyant de tout ce qui est éphémère. Mais tout de même, le café est une chose importante le jeudi matin. Donc, nous allons aller vers l'éphémère pour retourner ensuite, éventuellement, dans un rêve lointain d'unité. Oh. Hein? Par contre, continue à discuter le choix de vie. La Chédise va pas tarder de tisser le fil de la nécessité de reprendre la deuxième partie. Non mais, on discute, je vois, hein, les choix de vie, hein, c'est... La discussion est âpre pour l'orientation. Bon, par rapport à ce sujet tout à fait passionnant et passionné sur la vie, le sens de la vie et de la justice, je vous propose d'aller faire un petit, pas détour, mais de se poser un peu par rapport à la vision orphique que j'ai commencé à évoquer avant la pause, sans du tout en faire un développement trop important, sur lequel c'est un des sujets qui avait été retenu là dans la dernière revue qu'on a sortie sur un article, un extrait de ce travail réalisé avec Brigitte depuis quelques années déjà, mais qui enfin est sorti, sur les voies de l'immortalité, où effectivement par rapport à l'étude de la Grèce, hein, les voies de l'immortalité dans la Grèce antique, on s'aperçoit qu'il y a différentes, un regard qu'on a porté dessus nous amène à différentes étapes successives sur différentes visions de ce qu'était l'immortalité et ses conséquences philosophiques, puisque c'est ça qui nous intéresse. Alors, je citais tout à l'heure par rapport à Orphée la notion de la cosmogonie, et on va évoquer bien sûr par rapport à la suite la question de la mémoire. Puisque si vous vous souvenez à la fin de ce que je vous ai lu, ou de vos souvenirs ou réminiscences de la fin du mythe d'Air, il y a cette question d'aletheia, de l'absence de l'oubli, et du fleuve de l'été, qui est le fleuve de l'oubli. Hein, il y a toujours cette idée du lac de mémoire, et du lac de l'oubli, ou du fleuve de mémoire et du fleuve de l'oubli. Les recherches les plus archaïques concernant ce thème nous ramènent à la vision orphique, auquel nous connaissons très très peu, puisque c'est une vision qui remonte à avant le Moyen-Âge grec,
Et il faut bien comprendre que quand on voit réapparaître des Hésiodes, des Homères ou ces éléments-là, on est à la fin d'un Moyen-Âge qui a été l'un des Moyen-Âges les plus terribles pour la Grèce, puisque du 12e, 11e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 9e, 8e, la Grèce va être décimée. Le commerce s'arrête, l'expérience de vie redescend à 20 ou 30 ans, la transmission, quand Hésiode écrit Les Travaux et les Jours, pour réapprendre comment on cultive, et pour redonner des clés, par rapport très concrètement, comment on fait pour réorganiser un monde ordonné, c'est que la perte de mémoire est immense. Entre Mycène, avec l'âge d'or de Mycène, à moins 1500 avant Jésus-Christ, au 9e siècle, avant Jésus-Christ, il reste que des bribes. Ce qu'on appelle la mythologie grecque, on a beaucoup de mal à séparer de la réalité. On va redécouvrir que Troie existait, mais déjà, je dirais au 9e siècle, au 8e siècle, on se souvient d'eux. Il s'est passé 3-4 siècles vraiment obscurs, ce qui fait qu'évidemment, par rapport aux racines de la pensée grecque, les racines de la pensée grecque, c'est pas la Grèce classique. C'est ce qui vient avant le Moyen-Âge grec. Et même les présocratiques qui sont pour nous les racines auxquelles nous restent que des petits radicelles, de l'origine de la philosophie théoriquement en Grèce et de ces fameux physiciens. Bon, en fait, ce n'est qu'une petite résurgence avec une orientation intéressante, différente. Bon, on peut beaucoup écrire là-dessus, mais enfin concrètement, c'est surtout l'acceptation de notre ignorance sur les véritables racines, sur lesquelles nous n'avons que l'interprétation de la récupération, auquel une bonne partie des mythes crétois, on les connaît parce qu'Athènes les a récupérés. Une bonne partie des choses auxquelles on va accéder, c'est parce que il y a eu un intérêt politique pour la Grèce classique de reprendre tel ou tel thème, et nous donner accès. Donc, quand on parle d'Orphée, on parle d'une inconnue, qui est beaucoup moins inconnue aujourd'hui, c'est vrai, quand même, qu'au 19e siècle. Quand on voit sur quoi a travaillé un Nietzsche, par exemple, spécialiste de ces périodes, et ce sur quoi on travaille, il y a eu une grande évolution, puisqu'on a trouvé beaucoup de ce qu'on appelle les lamelles. Lamelles orphiques, lamelles d'or, dans les tombes, avec les textes. Et de très nombreux textes, ce n'est plus un, mais des centaines de fragments que l'on a trouvés, que continue à trouver, qui nous donnent quelques bribes de ces livres des morts, quelque part, ou cette explication de la vision du monde d'Orphée. Donc, je dirais, plus le temps passe, plus les découvertes archéologiques se développent, plus notre pensée s'affine par rapport à une grande inconnue qui est cette vision d'Orphée, qui pour nous est plus en rapport avec du théâtre que sur le fondateur des mystères, puisqu'Orphée fonde les mystères dionysiaques, donc entre autres les mystères d'Éleusis se rapportent directement à la figure d'Orphée, au texte de la vision d'Orphée là-dessus. Donc on est en train de toucher l'une des parties les plus archaïques pour nous de la pensée et de la vision grecque quand on parle d'Orphée. Alors, dans cette théogonie orphique, il y a cette idée que nous partons pas du chaos mais d'un œuf, comme je viens de l'expliquer, comme je l'expliquais avant la pause, symbole d'une unité primordiale. Donc on part d'une unité qui est l'image du vivant achevé, qui représente la plénitude de l'être. Donc la démarche orphique, théogonique orphique, part de l'être pour aller au non-être. Et là, on est effectivement sur une clé qui nous permet peut-être d'entrer un peu mieux dans la vision platonicienne ou dans les choix qu'il fait, puisque toute l'incarnation, la vie concrète, est le fait d'aller de l'unité vers de l'être, vers le non-être. L'existence est une dégradation de l'être. C'est pour ça qu'on est prisonnier, c'est pour ça qu'on est attaché au rocher, le bourbier, bon, tout ce que je vous ai cité tout à l'heure est en fait une logique qui est que nous rentrons dans la vision, dans le monde de la limitation, qui nous donne quoi? Un terrain de combat,
parce que le fond de la caverne, le monde de la limitation, nous donne quelque part une opposition qui doit nous permettre, dans ce jeu des opposés, dans cette guerre, ce qu'on retrouve évidemment dans les thèmes des présocratiques, dans cette guerre, il va y avoir une possibilité de retour à l'unité. Et c'est ça qui est très intéressant dans la vision orphique, c'est que le dieu Eros, qui est très présent dans cette théogonie orphique, qui est le premier qui émerge, est en fait lié à cette capacité d'harmoniser les contraires. C'est-à-dire, dès qu'on sort de l'œuf, dès qu'on sort de cette unité va apparaître de manière duelle, comme une opposition. C'est-à-dire, tout le monde existant, c'est une dégradation successive qui naît du fait de ne plus réussir à tenir le paradoxe, la possibilité de marier une chose et son contraire. Mais la première divinité qui émerge est celle qui réussit à harmoniser une chose et son contraire dans cette figure d'Eros, qui est en fait Dieu de la nécessité, mais qui va plus nous apparaître sous la forme de cette unité en termes d'œuf, mais de celui qui arrive à maintenir l'unité dans la dualité. On passe de l'unité à la dualité, il y a dégradation, mais cette dégradation est successive. C'est-à-dire, il y a des étapes, il y a des marches, où la première dégradation, mais qui est la plus haute vision qu'on peut avoir, c'est marier les opposés. Développer une capacité de penser une chose et son contraire, et de réussir à en refaire une unité. C'est un mental synthétique. Jusqu'à l'utilisation et la dégradation de l'esprit qui arrive jusqu'à la raison. Dégradation de l'esprit. Après, on va tomber dans autre chose. Mais avant même de tomber dans le désir, la raison n'est que la dernière dégradation de l'esprit, de l'être. Dans quel sens ? Dans le sens où la manière de travailler de la raison pour s'orienter dans le monde qui nous entoure, c'est de distinguer les choses les unes des autres. C'est une chose ou une autre. La capacité d'Eros initiale, c'est que c'est une chose et une autre. Il y a une différence entre un mental synthétique qui permet de réunir les contraires ou de l'utilisation de la partie du mental qui permet de maintenir mon existence dans le sens de séparer. Beaucoup plus facile, naturellement, de mettre en catégorie et de mettre chacun dans une case que de trouver ce qui réunit. Ça nécessite un fonctionnement de l'esprit supérieur. Donc, la tombée de l'unité vers le rationnel est une chute, c'est une dégradation. Et après, on tombe du rationnel, qui est la partie supérieure de la psyché, vers le monde des émotions et des instincts. Donc on va encore chuter plus, où la raison va devenir serviteur, la pensée va nous servir à donner une justification à nos désirs et à nos instincts. Donc c'est une chute, c'est une dégradation sur lequel il faut remonter l'échelle. Ça va être tout le travail, évidemment, que va nous expliquer les orphiques, et que Platon va reprendre de manière très traditionnelle, parce que c'est son imaginaire. Platon, à la mort de Socrate, il faut toujours se le rappeler, va aller en quête de tout ce qu'il peut trouver et ramener. Déjà avant la mort de Socrate, il va quitter un peu son monde de poète, il va déjà chercher pendant qu'il connaît Socrate tout ce qu'il peut trouver des pythagoriciens, il va racheter à prix d'or les derniers ouvrages, les dernières œuvres qu'il y avait de cette tradition du VIe siècle avant Jésus-Christ, donc d'environ 2 siècles avant lui sur ça. Il va faire son grand tour en Égypte, il va faire son tour, il va ramener une vision du zoroastrisme aussi, il va aller piocher différentes sources, mais évidemment, tout à fait, il va ramener effectivement à travers son tour de la Méditerranée une vision du monde qui le ramène à l'orphisme quelque part dans sa vision, puisque la manière de traduire une vision du monde qui pourrait être celle égyptienne ou des restes mésopotamiens ou du zoroastrisme, etc. sur ça, la manière de le traduire pour les Grecs va être la manière la plus proche va être celle d'Orphée. C'est pas que c'est sa seule source évidemment,
Mais il va pas pouvoir traduire directement une source, il va le faire un tout petit peu au début du Timée, il va nous parler, il va faire intervenir un Égyptien à un moment donné, ou deux, trois choses, mais il reste très classique pour être entendu de ses contemporains aussi sur ça, en utilisant la racine la plus proche de cette vision qui part d'une unité pour tomber dans la multiplicité là-dessus. Donc, dans cette vision, comme je le disais tout à l'heure, toute la clé pour l'homme qui est porteur de cette double nature, c'est-à-dire porteur de cette unité et en même temps multiple, un et multiple, tout le travail va être un travail de purification, de nettoyage, et donc les figures même, la figure même du philosophe dans la vision d'Orphée, on pourrait dire ça, est une figure de celui qui va se redétacher peu à peu de l'ensemble de ce qui le relie au sol, de l'huître qui tient à la partie la plus concrète. Donc, il faut pouvoir se séparer, nettoyer, purifier, et donc là, on rentre dans la clé des écoles de mystère, qui vont être la traduction orphique en termes d'institution, puisque on parlait tout à l'heure de Platon qui croyait à l'éducation. Bon, qu'est-ce qui, avant la définition de Platon, est l'exemple même d'une école? Ce qu'on appelle les écoles des mystères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute manière, la notion d'unité est un mystère. La raison ne peut pas rendre raison de cette unité, de cet œuf, de cette origine. Il y a quelque chose qui dépasse nos moyens. Nous n'avons pas la capacité de retourner d'emblée à l'élément de l'unité. Donc il faut tomber amoureux du mystère. Il faut accepter qu'il y a quelque chose qui est notre origine et notre futur, mais qui entre-temps n'est pas directement palpable et ne peut pas être touché de manière pure dans un monde de dualité. C'est ça qui est important de comprendre. C'est-à-dire, notre plan d'existence ne permet pas la conception et l'existence de l'unité. Puisque nous sommes dans un plan d'existence matériel et duel. Et donc ce retour à l'unité ne peut se faire que par amour de cette unité. On dirait amour de la sagesse, mais c'est amour de sagesse, c'est amour du mystère. C'est pour ça que ces mythes, c'est pour ça que ces représentations de quelque chose auquel notre raison ne peut pas rendre raison, est quand même l'une des clés possibles de compréhension de l'œuvre platonicienne et l'une des clés des compréhensions des orphiques. Puisque il faut accepter de se nettoyer avant même d'avoir conscience complète de notre propre unité. C'est contraire à notre fonctionnement classique. Nous d'abord, il faut qu'on ait la preuve de quelque chose pour ensuite le vivre. Là, c'est d'abord on met en place un mode de vie qui nous permettra de nous rapprocher et de comprendre l'unité. Donc ce qui va être fondamental dans l'école des mystères n'est pas l'acquisition de connaissances, mais le nettoyage de l'ignorance. D'où la figure si importante par rapport à Socrate, on en a parlé même par rapport à Voltaire sur le rôle de l'ignorance mardi. L'une des clés pour être véritablement philosophe n'est pas d'ignorer ou d'avoir une conscience de l'ignorance dans le sens de ne pas acquérir une connaissance, mais c'est que plus j'acquiers de connaissances, plus je dois prendre conscience de mon ignorance. C'est-à-dire l'acquisition de la connaissance est une ascèse, mais qui ne doit pas se faire de n'importe quelle manière. Ça doit simplement m'aider à me nettoyer de tous mes préjugés, de toutes mes superstitions, de toutes mes croyances. Donc l'acquisition de connaissances n'est pas l'acquisition de la vérité, c'est l'acquisition de la savonnette, du shampoing, du grattoir, de ce qui va permettre, grâce au fait d'obtenir une netteté de pensée, une définition claire, la possibilité de comprendre qu'aucune définition de toute manière n'est parfaite. Mais il faut d'abord nettoyer et avoir un mental bien organisé pour pouvoir comprendre que la réalité est au-delà. Donc tout l'apprentissage de la raison n'est pas une fin, c'est un moyen. Et là, il y a une rupture évidemment par rapport souvent à notre conception, ou ce qui deviendra ensuite notre conception, où l'acquisition de la connaissance devient une fin. Et on a un problème, c'est qu'on ne comprend pas qu'en ayant comme fin l'acquisition de la connaissance, l'homme ne pratique pas la vertu.
que nous sommes restés toujours dans cette idée que si nous acquérons la connaissance, nous allons la mettre en pratique. Dans cette vision, et c'est pour ça que c'est des écoles d'épreuve et d'apprentissage par la confrontation, il faut que je puisse prouver à chaque instant, dans cet apprentissage, que je vais agir en fonction de critères vertueux. Et pas que je pense ou non en fonction de critères vertueux. Ça n'a pas une grande importance comment je pense si je n'agis pas en fonction de ce que je pense. Donc, ce qui explique que ce qui va être sous la plume de Platon, sous le rapport de la justice, n'est pas lié au fait de penser de manière juste simplement, mais d'agir de manière juste. Ça va être beaucoup plus important mon comportement dans ma vie privée que mon comportement dans ma vie publique. Toute cette vision sur la mort, qui est liée de fait de se voir tel que l'on est, de voir l'homme nu, c'est ça qui est important, c'est qu'indépendamment des masques, indépendamment de ce que je voudrais paraître par rapport à l'autre, qui suis-je réellement par rapport à cette question d'être? Quelle capacité j'ai eu de retrouver mon être dans l'existence, de refaire apparaître l'âme immortelle dans mon comportement? Et pour ça, le nettoyage, la douche, la purification et l'apprentissage et l'obtention d'une connaissance nette, mais pas d'une connaissance forcément juste, parce qu'il y a une échelle de vérité. Dans les écoles de mystère, comme dans la vision platonicienne, il n'y a pas l'idée de posséder une vérité. Il y a possibilité simplement de se nettoyer de tous les préjugés, des erreurs de pensée, de toute cette boue qui voudrait se faire passer pour la lumière, quoi. Et la raison, dans ce sens, n'est que la partie de la boue la plus claire, mais ce n'est pas l'être. Ce n'est pas ce qu'on doit rejoindre. Puisque cet être, ou cet œuf, ou cette vision du retour à l'île des bienheureux est totalement au-delà de la dualité. C'est remonter au-delà même d'Eros, qui est capable de relier les contraires. Donc cette ascension est une lente réappropriation de ce que je suis, c'est-à-dire un processus de mémoire. Ça, c'est ce qui va clôturer le mythe d'Air, et ce qui est une partie essentielle, évidemment, de la vision orphique. À Mnémosyne est consacré ce texte, dit pour les mystes sur le point de mourir, c'est-à-dire les initiés au mystère. Tu iras dans la demeure bien construite d'Hadès. À droite, il y a une source. À côté d'elle se dresse un cyprès blanc. C'est là que descendent les âmes des morts et qu'ils s'y rafraîchissent. De cette source, tu ne t'approcheras surtout pas, mais plus loin, tu trouveras une eau froide qui coule du lac de Mnémosyne. Au-dessus d'elle se tiennent des gardes. Ils te demanderont, en surdiscernement, pourquoi donc tu explores les ténèbres de l'Hadès obscur? Tu diras, je suis fils de la terre et du ciel étoilé. Je brûle de soif et je défaille. Donne-moi donc vite à boire de l'eau froide qui vient du lac de Mnémosyne. Et ils t'interrogeront pour le vouloir du roi des enfers, par le vouloir du roi des enfers. Et ils te donneront à boire l'eau du lac de Mnémosyne. Et toi, quand tu auras bu, tu parcourras la voie sacrée sur laquelle aussi les autres mystés et Bakoï avancent dans la gloire. Donne-moi donc vite à boire de l'eau froide qui vient du lac de mémoire. C'est-à-dire, la question fondamentale est de se souvenir. Et de quelle mémoire parle-t-on? Toujours de la mémoire des origines. C'est une mémoire du temps auquel le temps ne s'écoulait pas. C'est une mémoire de quelque chose d'atemporel. Donc tout l'apprentissage de mémoire n'est pas la capacité de se souvenir d'un ensemble de connaissances construites. C'est la capacité de retirer l'essentiel, l'essence, au-delà des apparences de ce que je vis. On gravait ça dans les lamelles, je vous ai lu une des lamelles orphiques,
retrouvé en 1969 en Crète. On est en train de nous dire, bon, voilà, à peu près comme on trouve au début du mythe d'Air, il y a la voie de gauche, la voie de droite, l'une monte, l'une descend, il faut choisir, bon, il y a cette eau du lac de mémoire, du lac de l'oubli, bon, tout ça c'est une très vieille tradition, effectivement, qui nous amène à cette idée que le processus de mnémosine, parce qu'Orphée est le fils d'une muse, dans une des traditions, il est fils de Calliope. Il est toujours fils de cette voix qui ramène aux origines, de la mémoire, de ce qui relie toute chose, puisqu'il parle aux animaux, aux pierres, aux plantes. C'est un homme qui arrive à relier les différents plans de l'existence, à relier les contradictions de la vie et de la mort, même s'il n'est pas lui-même immortel, même s'il ne réussit pas à conquérir totalement son immortalité, il fait le lien entre toutes les choses, puisqu'il obtient le langage de mémoire, la langue de mémoire qui est au-delà de la séparativité, ce qui permet de parler à tous les règnes, à toutes les expressions de cette nature duelle dans le monde qui nous entoure, c'est d'obtenir une unité qui est au-delà de cette diversité. Parler d'une langue qui est au-delà de la multiplicité, de la non-compréhension. Disons que quand on commence à discuter avec un caillou, on parle à ses plantes, voire à ses animaux, ce n'est pas signe chez nous particulièrement d'une intelligence développée. C'est bon, dire ça se gâte quand on commence à voir ça. Bon, a priori, ça se gâtait pas. Chez Orphée, il était capable de rentrer en lien avec toute chose, et toute chose le servait. Il avait le pouvoir sur toute chose, parce qu'il connaissait la langue et le fonctionnement de toute chose. Cette langue, c'était la musique, non? Ça passait à travers la musique, puisque l'art des muses, chez Orphée, va être une langue qui dépasse celle de la raison. Puisque la musique, et ça c'est très intéressant dans le mythe d'Air, on pourrait faire toute une étude là-dessus, Jean-François Mattei a fait un excellent ouvrage justement sur ce thème très pointu, un peu complexe, mais très intéressant. Justement, et on pourrait même aller effectivement au-delà, si on se consacrait simplement à l'étude de ce qu'il nous définit sur la musique des sphères, on entend parler des musiques des sphères, des 7 planètes, etc., dans le mythe d'Air, par rapport au tissage, de ce grand rouet où se tissent les choses, où se marient les choses, avec toujours cette recherche d'harmonie. Il nous donne des clés musicales, Platon dans le mythe d'Air, de manière plus ou moins dissimulée et très peu étudiée, puisque ça nécessite de remonter à des connaissances pythagoriciennes perdues, ou dans tous les cas à une connaissance des éléments de correspondance, où là on est obligé d'utiliser d'autres traditions, comme la tradition hermétique, ou d'autres choses dans l'histoire de la philosophie, que la philosophie platonicienne elle-même, pour pouvoir en tirer quelques réflexions, ou en faire un peu une exégèse. Mais tout est extrêmement mêlé dans l'expression du mythe, parce que Platon parle toujours à différents plans en même temps, différents niveaux, il donne différentes pistes, il mêle différentes choses. Là je suis pas rentré évidemment, je n'en avais pas le temps, ni peut-être la connaissance sur un certain nombre de points, sur toute ce lien, cette correspondance dont il est en train de nous parler. Mais effectivement, à travers cette vision d'Orphée, des muses et de la musique, il y a cette idée que pour retourner à l'unité, dans le travail de purification, dans tous les cas, il y a une grande utilisation de la musique. C'est-à-dire au démarrage, quand on parle de purification, bien sûr, il y a la purification physique. Il faut essayer d'avoir tué personne l'année avant de se présenter à l'école des petits mystères. Il faut faire un certain nombre de choses qui semblaient pas déjà évidentes à faire pour un grec de l'époque, assez batailleur là-dessus. Ensuite, il fallait une certaine pureté physique, mais dès qu'on passait à la pureté émotionnelle, il fallait aider un tout petit peu celui qui se présentait. Donc, par le chant, par la musique, il y avait tous ceux qui tournaient autour de celui qui allait être initié, en tout cas, elle devait vivre de manière consciente l'expérience de l'immortalité de l'âme, parce que c'est ça l'école des mystères. C'est comment permettre de vivre de manière consciente l'immortalité de l'âme, c'est-à-dire mettre son identité dans l'âme immortelle, le vivre consciemment, pour ensuite pouvoir effectivement avoir vécu le mystère de l'immortalité de l'âme. C'est pas une école de foi, c'est une école expérimentale. On raconte que celui qui sortait des mystères, en tout cas c'est ce qui est traduit et qui nous est expliqué, n'était pas le même que celui qui rentrait, parce qu'il avait vécu concrètement et consciemment la possibilité d'existence
on pourrait dire dans certains témoignages, même hors du corps, puisqu'il y avait toute une partie des mystères qui se faisait dans le repos, sous des tentes, où c'était le travail sur le rêve. Ah, on peut le traduire après avec 1000 commentaires sur la décorporation, sur ceci, sur cela, mais ça veut dire, si on veut avoir l'expérience concrète de l'immortalité de l'âme, c'est très difficile que ce soit dans le corps concret qu'on en ait une expérience. C'est-à-dire pouvoir mettre sa conscience dans quelque chose déjà de moins concret que le corps physique. Ce qui est moins concret que le corps physique n'étant pas forcément non plus encore l'âme immortelle. Par rapport à cette vision, ça pouvait être que la psyché, et pas encore le nous. Donc, tout ça nous est évidemment pas parvenu, on n'a que des bribes là-dessus, c'est justement ce qu'on a essayé de faire, ou ce qui a donné naissance à cette réflexion sur cet ouvrage sur les voies de l'immortalité. C'est que on est obligé d'aller pêcher un peu partout, chez les pères de l'Église, chez les philosophes, des bribes, pour nous permettre de comprendre quelque chose qui est en train de même disparaître malheureusement de nos bibliothèques ou autres, parce que beaucoup s'y intéressaient au début du XXe siècle, mais au début du XXIe, les 3/4 des sources même des traductions se perdent. Ils sont plus disponibles. Il n'y a aucune vision d'innovation dans ce qu'on est en train d'expliquer ou dans ce qu'on a travaillé, mais plutôt de dire de redonner accès, de manière la plus vivante possible en fonction de nos possibilités, à un certain nombre de connaissances dont il restait très peu de choses déjà, et dont en plus on est en train de perdre les sources, les fragments, de pouvoir dire tout et n'importe quoi, sans même citer ces sources là-dessus. Donc cette vision orphique qui était dans les mystères est liée à une expérience, une action concrète, par un nettoyage, grâce à la musique bien sûr, pour réharmoniser. Parce que quel est le rapport entre la musique et la philosophie depuis Pythagore? C'est qu'on cherche à harmoniser les différentes parties qui nous constituent, pour pouvoir retrouver l'unité derrière les parties. Donc il faut mettre en correspondance toutes les choses à l'intérieur de nous-mêmes pour que ce ne soit pas dissonant, mais que ça permette la résonance de l'âme immortelle dans le corps et la psyché mortelle. Il faut que les choses puissent être en harmonie, pour que quand on joue d'une gamme supérieure, le do de la gamme la plus aiguë, ça fasse résonner le do le plus grave, par correspondance. Donc toutes ces lois de proportion, de justesse et de justice à trouver à l'intérieur de soi se traduisent par rapport au monde des muses dans la divine harmonie, dans la bonne proportion, dans ce qui va permettre d'avoir une vie juste. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de séparation entre muse, art des muses et philosophie. La philosophie devait se marier à la musique et à la gymnastique pour avoir une éducation complète. Et il y avait une correspondance entre chacun de ces plans. L'harmonie du corps, l'harmonie de la psyché et l'harmonie de nous et de l'esprit. Alors la mémoire par rapport à ça, effectivement, cette capacité à, dans tout ce que je vis, me souvenir de l'essentiel, m'éloigner de l'oubli qui trouble la raison, assurant à l'esprit et à l'âme des hommes son unité. Ça, c'est encore un très bel hymne orphique à Mnémosyne. La puissance de la raison des mortels tu accrois. Vigilante et très douce, tu nous fais souvenir de toutes les pensées que chacun toujours porte dans sa poitrine, sans jamais faillir, excitant à l'action l'esprit. Ô déesse bienheureuse, réveille pour tes initiés la mémoire du mystère sacré et chasse loin d'eux l'oubli. Donc, ce n'est pas n'importe quelle mémoire, c'est pas la mémoire des petits détails, des circonstances. C'est la mémoire à travers tout ce que nous vivons, de ce qui est du domaine de l'essence. Puisque ce qui peut permettre de progresser n'est pas l'acquisition d'une mémoire de détail, mais un souvenir de l'essentiel, ou de ce qu'on peut tirer l'essentiel de l'ensemble de nos expériences. Donc c'est un tri continuel entre l'essentiel et l'accessoire, c'est un retour, une capacité de remonter le temps, une ascèse, une purification, puisqu'on le sait très bien par rapport à l'utilisation de la mémoire, ce n'est pas la quantité de choses que l'on a apprises qui nous servent, c'est ce qui est disponible dans l'instant que l'on est capable de pratiquer. Et il y a une grande différence dans la vision orphique entre une mémoire, acquisition d'une quantité de connaissances, et la mémoire de l'essence et de l'origine.
Puisqu'une mémoire de l'essence et de l'origine, je la pratique comment? Elle ramène tout ce que je vis à l'unité. Il y a une voie très directe dans la vision orphique par rapport à qu'est-ce qui constitue quelque chose d'intéressant à vivre et à développer et à se souvenir, et quelque chose qui est inintéressant. Une mémoire qui m'amène toujours dans le fait de me souvenir de plus de détails, de couper les cheveux de plus en plus en 4, en 8, en 12, en 32, de séparer les êtres les uns par rapport aux autres, de toujours aller vers plus de différenciation séparatrice, c'est une mémoire qu'il faut éliminer, parce que c'est pas une mémoire, c'est une gangue, c'est de la boue, c'est quelque chose qui me continue le processus d'incarnation multiple, et donc de renaissance successive par rapport au mythe d'Air. Donc quelle est la mémoire que l'on cherche? Une capacité en toutes circonstances de retrouver l'unité. Ça veut dire quoi? Quelle est l'idée de tout ce que l'on est en train de dire? Il y a sans doute une idée. Dans le mythe d'Air, il y a une ou deux idées. Il n'y en a pas 400. On dit toujours un philosophe, c'est à une idée ou rarement deux, là-dessus. Et il va développer toute son œuvre autour d'un point central. Ça veut pas dire qu'il n'a pas d'idée, mais vous comprenez qu'une idée force, une idée centre, une idée vie, va donner une nouvelle éclairage à tout ce que vous regardez. Si c'est véritablement une idée, l'idée étant vue dans ce sens, dans quelque chose qui est clair. Avoir une idée, c'est la lampe qui s'allume, mais utiliser une idée, c'est éclairer ma vie à la lumière de. Pour voir les choses sous la même unité, pour voir dans les choses particulières la même lumière, la même essence, ce qui les conduit vers. Ce qui fait que c'est une mémoire extrêmement économique et très efficace, puisque les choses dont il faut me souvenir sont des choses qui ramènent à l'unité. Ce n'est pas la particularité de l'expérience, de chaque expérience qui vont être importantes, mais c'est dans chaque expérience la partie d'âme immortelle qu'elle recèle qui m'intéresse. Donc ça veut dire effectivement nettoyer l'essentiel de l'accessoire pour avoir une mémoire épée, une mémoire très tranchante dans le fond, mais c'est une épée d'unité, c'est un axe, c'est une verticale qui m'amène toujours de ce qui me disperse vers ce qui me réunit et me permet de rejoindre l'unité. Donc toute philosophie dans ce sens, qui me sépare de mon voisin, qui me sépare de toute chose, qui me crée totalement différent des autres, qui ne cherche qu'à développer une forme d'individualisme à outrance, est simplement une étape préparatoire pour simplement me sentir différent. Mais le chemin n'est toujours pas commencé. C'est nécessaire de se sentir différent pour se réunifier. Si on veut pas être moutonnier, il faut d'abord pouvoir se sentir extrêmement séparés les uns des autres, développer une forme d'individualité, d'individualisme. L'adolescence passe par cette étape-là. Mais théoriquement vient l'étape adulte derrière. C'est-à-dire derrière la multiplicité qui nous caractérise, derrière nos différences, qu'est-ce qui nous unit? Là, on rentre dans une vision de la mémoire orphique, qui est une mémoire de l'unité, qui est une mémoire de ce qui, au-delà des apparences, fait que nous appartenons à une humanité une. Parce que si vous n'avez un même œuf, nous appartenons à la même humanité. Si nous sommes dans ce même univers, dans ce même macrocosme, à l'intérieur de nos cités, nos mésocosmes et en tant que microcosme, c'est que nous participons au même mouvement d'incarnation et de retour. Donc, derrière tous ces choix de vie, c'est pas une compétition que Platon exprime dans le mythe d'Air. À travers sa justice, c'est pas une volonté de créer un ordre statique où il y a les bons et les méchants, où il y a ceux qui font le bien et ceux qui font le mal, où les choses sont arrêtées. C'est comme dans la caverne, compréhensible que si on voit ça comme les roues du rouet qui tournent, de la nécessité, c'est-à-dire on n'arrête jamais de tisser la toile de l'existence. Mais derrière cette toile de l'existence, il y a un seul fil. Derrière ces différences de fils, il y a une seule origine, il y a un seul fil qui retrouve son unité par le tissage
par le lien, par l'amitié qui se développe entre chaque chose. C'est pour ça qu'il y a une grande liaison entre ces écoles et les écoles d'amitié. Pourquoi l'amitié était si importante dans l'école pythagoricienne, héritière elle-même d'un certain nombre d'éléments orphiques là-dessus, c'est parce que vous pouvez développer cette vision d'amitié que si on comprend que tout est entremêlé, toutes nos vies sont entremêlées des uns et des autres. Si dans la vision de Mitter, il y a plusieurs vies, toutes ces vies s'enchaînent les unes avec les autres, donc nous ne pouvons jamais nous séparer. Nous ne pouvons dans le fond que nous réunir. Puisque il y a une limite à la séparation, le non-être. C'est-à-dire, dans le fond, plus je me séparerai, plus je vais vers le néant. Donc le chaos, ce n'est pas le retour dans ce sens-là, le chaos, c'est l'arrivée. Et l'unité est le retour. Voilà pour ce petit voyage très rétréci, très court, sur le mythe d'Air et sur la mémoire de l'unité.